350 Ivoiriens réfugiés au Libéria suite à la crise de 2010 en Côte d'Ivoire ont regagné leur pays. Ce retour est le fruit d'une mission de 4 jours d'une haute délégation gouvernementale ivoirienne au Libéria. Les rapatriés volontaires ont été accueillis au camp de transit de Tabou avant de regagner leur résidence habituelle. Ce soir, coup de projecteur sur un phénomène dangereux pour la santé, les médicaments de la rue. L'OMS indique qu'environ 10% de ces médicaments circulent dans le monde entier. Ici en Côte d'Ivoire, c'est environ 2 millions de tels produits qui sont vendus illicitement sur le marché national. Le point à suivre. Un autre constat, c'est que l'atiéké se fait de plus en plus rare sur les marchés. L'atiéké, c'est un plat purement ivoirien fait à base de manioc, une garniture assez prisée par les populations et dont la rareté fait grimper les prix en ce moment. En immersion dans quelques marchés, vous entendrez le témoignage de l'une de nos équipes. Puis, à l'étranger et la France, dans la plupart des grandes villes du pays, des cérémonies ont été organisées en mémoire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, des commémorations partout dans le pays en ce 8 mai, 71 années après la capitulation de l'Allemagne nazie face aux Alliés. François Hollande était sur les Champs-Élysées. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. 350 Ivoiriens réfugiés au Libéria suite à la crise de 2010 en Côte d'Ivoire ont regagné leur pays. Ce retour est le fruit d'une mission de 4 jours d'une haute délégation gouvernementale ivoirienne au Libéria. Ils ont été accueillis dans un camp de transit à Tabou avant, bien sûr, de rejoindre leur résidence personnelle. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour se décider à rentrer au pays. Dès le lendemain de l'arrivée de l'émissaire du gouvernement Mariatou Koné au Libéria, 350 réfugiés des camps de Pitipi à Zuédrou et de Little Welbo à Harper ont été les premiers à manifester le désir de rentrer en Côte d'Ivoire. Des convois ont donc été organisés pour le retour de ces volontaires. On est venu, on est fatigué Libéria. Nos coins, Côte d'Ivoire c'est mieux. Je retourne aujourd'hui. Donc je suis content. Plaisir, grand plaisir même. Je vous ai vu, je suis content. Je vais rentrer chez moi. J'ai attendu l'appel de la ministre et je rentre chez moi. Durant la crise post-électorale, plus de 200 000 Ivoiriens ont trouvé refuge au Libéria. Plus de 6 000 ont regagné leur pays depuis la reprise du rapatriement en décembre 2015, ajouté aux 150 000 exilés rentrés avant l'arrêt de cette opération en raison de l'épidémie Ebola. L'objectif du gouvernement ivoirien est de réussir le rapatriement de tous les réfugiés au Libéria d'ici fin juillet 2016. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes ne manque pas de se réjouir de ces départs volontaires organisés en sa présence. Afin de les rassurer et les encourager à rentrer dans la dignité et la sérénité, le professeur Mariatou Koné a même accompagné un groupe de rapatriés au camp de Little Welbo à Harper. Elle a fait avec eux la traversée du fleuve Cavalier à bord du bac HCR au commissariat des réfugiés, depuis le village frontalier de Prolo jusqu'au centre de transit de Tabou. Nous avons parlé à nos frères et sœurs réfugiés au Libéria. Heureusement, ils ont compris le message du gouvernement et ils sont avec moi en train de rentrer au pays. C'est le retour au pays natal. Après la traversée, nous allons enclencher tout le processus de réintégration socio-économique, d'indemnisation des victimes. Une fois à la frontière ivoirienne, les volontaires au retour sont soumis à des tests de dépistage d'Ebola, avant des examens médicaux prévus au centre d'accueil. La prise de température, c'est en prévention du virus à Ebola. Pour tous ceux qui arrivent, tous les réfugiés qui arrivent, toute personne venant du Libéria, c'est exigé. C'est le protocole. Depuis le rapatriement a commencé, depuis décembre, on n'en a pas encore découvert. Première destination des volontaires, le centre de transit du HCR à Tabou. Chacun reçoit ici un kit. Dans ces kits, des vivres et des non-vivres, une somme de 75 000 francs CFA pour les adultes et 50 000 francs pour les enfants. Une journée, c'est le temps que les Ivoiriens de retour au pays passent dans les centres de transit avant de regagner leurs différentes zones de résidence. Ce retour est le fruit d'une mission de 4 jours d'une haute délégation gouvernementale ivoirienne au Libéria. Délégation, vous venez de le voir, conduite par Mariatou Koné. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a fini par convaincre ces réfugiés après avoir sillonné les camps dans lesquels ils étaient installés au Libéria, gage d'une Côte d'Ivoire inclusive qui a besoin de tous ses enfants. De retour du Libéria, on suit une fois de plus ce témoignage de Sidonie Davila.
Ils se sont réfugiés ici au Libéria. Pour certains dans les camps de Ban à Sac-les-Pieds, de Petipi à Zuedrou et pour d'autres dans les camps de Little Elbow à Harper et de Monrovia. Ces réfugiés ivoiriens avaient fui les violences post-électorales de 2010 pour se retrouver sur ces différents sites, leur premier abri. Aujourd'hui encore, plus de 21 000 Ivoiriens vivent au Libéria, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien continue de les inviter à regagner leur pays pour relayer le message du président de la République. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone, a fait le déplacement au Libéria. Le message principal, c'est que la paix est définitivement revenue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Et donc les frères et sœurs ivoiriens qui sont sur le territoire libérien doivent rentrer. Je suis venu les chercher. C'est un rapatriement officiel. Nous disons merci au gouvernement du Libéria qui les a accueillis. Mais la guerre est finie chez nous, la paix est revenue de façon durable et nous devons rentrer ensemble. Ce message du gouvernement, Mariatou Kone l'a porté dans tous les camps visités, 3 au total, durant son séjour au Libéria, pour encourager ceux qui sont encore hésitants à franchir le pas. Le retour au pays, de nombreux réfugiés estiment qu'il est grand temps qu'ils le fassent. J'ai l'intention de repartir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a longtemps j'ai quitté la Côte d'Ivoire et j'ai bien envie de rentrer. Et comme je suis leader, c'est nous qui mobilisons la population à rentrer. Donc pour le moment, je suis encore là pour faire la sensibilisation. Je pense qu'avec les informations que nous avons reçues de Madame le ministre, je pense que beaucoup d'entre nous vont décider de rentrer parce que nous pensons que passer 14 ans ou bien 6 ans dehors de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un peu de trop quand même. Participer à la reconstruction du pays, c'est à cela que le président de la République appelle tous les Ivoiriens, y compris ces réfugiés. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes s'est voulue rassurante. Le président Alassane Ouattara prévoit leur réintégration et un guichet unique pour leur indemnisation. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le retour des réfugiés depuis le Libéria. Dans l'actualité judiciaire, en bref, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront à nouveau devant les juges de la CPI dès demain, 9 mai, pour se défendre des accusations de crimes contre l'humanité portées contre eux par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. L'actualité ce dimanche, c'est aussi la célébration aujourd'hui, 8 mai, de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, date anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. C'est lui qui a eu l'idée de sauver tous les blessés sur un champ de bataille, quel que soit leur camp. Histoire édifiante, c'était à Solferino, en Italie. Depuis lors, des millions d'hommes et de femmes lui emboîtent le pas et apportent de l'humanité partout dans le monde. Un sujet de Michel Mambo. Protéger la vie et la dignité des victimes de guerre, de catastrophes ou encore de violences internes et leur apporter assistance. C'est en ces mots que se résume l'action de la Croix-Rouge à travers le monde. 153 ans maintenant que la Croix-Rouge existe, plus d'un siècle et demi alors que des millions de volontaires sont à la tâche chaque jour, partout où le besoin se fait sentir, pour assurer un mieux-être aux populations vulnérables. Et ce, quelquefois au risque de leur vie. La Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vient rappeler à tous le travail abattu par ces humanitaires, sans toutefois omettre de relever les nouveaux défis. La Croix-Rouge, partout et pour tous. Les défis qui sont à l'origine de la création de la Croix-Rouge sont toujours d'actualité et leur nature a évolué pour présenter des contextes multiples et multiformes. Les attaques sont de plus en plus indiscriminées et les soins de santé et de secours en général sont menacés. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire doit s'organiser, développer les meilleurs réflexes dans les contextes opérationnels où les principes fondamentaux sont de plus en plus d'application difficile. Pour marquer ce 8 mai, une conférence de presse organisée au siège national de la Croix-Rouge au Plateau.
Notez cependant qu'en Côte d'Ivoire, c'est la ville de Boisflé qui a été choisie cette année pour abriter les festivités marquant la journée internationale de la Croix-Rouge et ce sera le 11 mai prochain. Porter secours aux blessés et sauver des vies tant que cela est humainement possible, c'est aussi ce qu'a toujours essayé de faire l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA. L'établissement, en pleine réhabilitation, a été visité hier matin par le ministre chargé de la Défense. Alain Richard d'Envahi est allé faire l'état des lieux, des travaux bien avancés d'ailleurs, et les choses devraient s'accélérer dans les jours qui viennent pour un hôpital militaire digne de ce nom et assez performant. Le point avec Abou Sanogo. En se rendant ce samedi à l'hôpital militaire d'Abidjan, Alain Richard d'Envahi voulait se faire une idée exacte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cette structure sanitaire qui accueille au quotidien civils et militaires et qui avait besoin de se donner une nouvelle image. Au niveau du bâtiment des entrées, de celui qui va abriter la cuisine et le restaurant, ainsi que du bâtiment de l'administration de l'hôpital, les travaux sont bien avancés. En 2 mois, je pense qu'on a fait évoluer les travaux. Si bien qu'on vient de réceptionner 2 bâtiments, le bâtiment des entrées et le bâtiment cuisine et cantine. En revanche, les travaux des nouveaux locaux qui devront accueillir la majorité des services de l'hôpital militaire d'Abidjan, à savoir entre autres les urgences, le bloc opératoire, la médecine interne. En fait, le cœur même de cet hôpital ont accusé un grand retard. Pour Alain Richard d'Envahi, ce bâtiment constitue une priorité. Il était important de faire des choix dans l'exécution des travaux pour qu'on puisse finir rapidement, d'ici 2 mois, je l'espère, avoir des bâtiments qui soient viables et que l'HMA puisse relever un peu ses capacités. Il faut noter que relativement à la santé de ces hommes, le ministre chargé de la Défense a annoncé pour les toutes prochaines années la construction d'hôpitaux dans les différentes régions militaires. Direction maintenant Yamoussoukro, la capitale politique qui abrite un atelier sur le processus de traitement de masse intégrée des maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Il s'agit de renforcer les capacités des directeurs régionaux, départementaux, ainsi que les responsables de services d'action sanitaire de tout le pays en vue de lancer une grande campagne de traitement dans les zones endémiques. L'éclairage de Kader Sogodogo. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, sur 17 maladies tropicales négligées dans le monde, 5 menacent quotidiennement la Côte d'Ivoire. Elles sont à chimiothérapie préventive intégrée. Ce sont la filariose lymphatique ou éléphantiasis, l'onchocercose, la cécité des rivières, la schistosomiase communément appelée la bilharziose, les géohelminthiases parlant des vers intestinaux et enfin le trachome, une forme de cécité des yeux. Mais pourquoi parle-t-on de maladies tropicales négligées? Jusque-là, ils n'avaient pas les mêmes financements que d'autres maladies comme le VIH-Sida, par exemple, ont amené la communauté internationale de les appeler maladies tropicales négligées. Et ça a créé un intérêt de financement. Sur 82 districts sanitaires en Côte d'Ivoire, plus de 60 sont touchés par 3 de ces maladies. À cet effet, un programme national qui lutte contre la schistosomiase, les géohelminthiases et la filariose lymphatique est mis sur pied. À son initiative, 20 directeurs régionaux, 74 directeurs départementaux et 94 responsables santé et action sanitaire sont en formation à Yamoussoukro pour préparer une grande campagne de masse contre ces maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. La formation concourt, n'est-ce pas, à l'appropriation de ces acteurs opérationnels des activités de lutte donc intégrées contre ces maladies tropicales négligées. Grâce au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que ses partenaires, près de 14 millions de personnes exposées seront visées d'ici la fin mai par cette grande campagne de masse où les médicaments seront distribués gratuitement. Ce soir, coup de projecteur sur un phénomène dangereux pour la santé, les médicaments de la rue. L'OMS indique qu'environ 10% de ces médicaments circulent dans le monde entier. Ici en Côte d'Ivoire, c'est environ 2 millions de tels produits qui sont vendus illicitement sur le marché national. Une situation préoccupante qui constitue une préoccupation pour les autorités ivoiriennes. Elles entendent prendre des mesures vigoureuses pour mettre fin au phénomène. Le reportage d'Aurélia Drokula et Delphine Bla.
Forum d'Adjamé, Gare Roxy. Les médicaments se vendent dans les rues au même titre que les vêtements, les chaussures, les mèches, les fruits, bref. Médicaments de la rue, faux médicaments. Voilà des termes qui désignent la même catastrophe. Le médicament de la rue peut être un vrai médicament ou un faux médicament. Un vrai médicament qui remplit tous les critères de validité et de qualité peut être volé et revendu dans la rue. Vous pouvez également avoir des médicaments qui sont carrément des médicaments de contrefaçon, qui n'ont même pas les vertus thérapeutiques que ces médicaments-là sont supposés avoir. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est très dangereux. Les médicaments vendus à la sauvette, selon l'OMS, représentent environ 10% des médicaments en circulation dans le monde. L'Afrique est très touchée par le phénomène. En Côte d'Ivoire, la situation est préoccupante. C'est environ 2 millions de médicaments qui sont vendus illicitement dans les marchés. Et le bureau de l'inspection générale a fait récemment une enquête en Côte d'Ivoire sur la base d'allégations que nous avions reçues. Et lorsque nous avons commencé l'enquête, sur la base de sondages de marché que nous avons pu faire, nous avons pu estimer à peu près 2 millions de médicaments. Les plus prisés sont généralement les antibiotiques. Des médicaments utilisés pour la tuberculose, qui est un antibiotique très puissant. Le circuit légal du médicament suit un processus à 3 niveaux de transaction, entre industriels grossistes, grossistes officines et officines clients. Toute commercialisation pharmaceutique sortant de ce cadre relève d'un circuit illicite. Le plus souvent, la faille se situe au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Le facteur le plus évident, c'est évidemment le manque de contrôle sur la chaîne d'approvisionnement, ou en tout cas la faiblesse des contrôles sur la chaîne d'approvisionnement. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de contrôle, à quelque niveau que ce soit de la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse des contrôles d'inventaire, qu'il s'agisse des contrôles de rapprochement des stocks ou bien des contrôles sur les mouvements une fois que les médicaments sont sur place. Favorisés par leur coût jugé abordable par les populations, les médicaments de rue continuent leur ravage. Si je n'ai pas de moyens financiers pour pouvoir payer des médicaments qui coûtent à 20 000 ou à 25 000 francs, quand j'arrive ici avec un 15 000, j'achète mes médicaments et puis ça passe. Si maintenant la pharmacie est moins chère, bon, les gens peuvent aller là-bas. Quelqu'un peut, pour moi par exemple, ça me fait 4 000 francs. Oh, ici là j'ai 250 francs pour prendre. Et puis à la pharmacie ça coûte très cher. Et puis bon, mais là c'est un peu moins cher que je prends. Ça me fait du bien, ça fait 3 ans que je prends ça. Malgré tous ces arguments, il ne faut pas perdre de vue le danger réel que renferme ce phénomène pour notre santé. Que ces médicaments sont en dehors du circuit de contrôle de qualité, on ne sait jamais ce qu'on achète. Ça peut être des médicaments périmés, ça peut être des médicaments très dangereux. Et ça peut avoir des effets extrêmement nocifs pour la santé des populations. Il y en a qui sont beaucoup périmés. Des médicaments qui rendent malade. Vraiment, moi, il est arrivé ça une fois à mon grand frère, il ne prend plus. Alors, pourquoi le phénomène persiste-t-il ? Il y a des problèmes parfois dans les contrôles au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui créent l'opportunité. Ignorance de la part des acheteurs parce que beaucoup de gens ignorent les dangers auxquels ils s'exposent. La situation est inquiétante. La Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour freiner, voire pour mettre fin à la vente de médicaments dans les rues. C'est vraiment le lieu de souligner, de mon point de vue, et de saluer l'attitude très proactive des autorités ivoiriennes qui n'ont pas attendu l'enquête de l'inspection générale pour véritablement prendre une série de mesures qui, de notre point de vue, vont exactement dans le sens de lutter contre ce phénomène avant qu'il ne prenne une certaine ampleur. Il y en avant même l'enquête du bureau de l'inspection générale. Il y a également, je pense, la création d'un comité national de lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments. C'est extrêmement important. La commission nationale de coordination des approvisionnements en médicaments. Mais il y a également, je pense, des mesures, notamment en conjonction avec l'enquête que nous avons récemment faite, des mesures que nous avons développées également au niveau du Fonds mondial. Le Fonds mondial, après une enquête, a mis en place une stratégie de lutte à travers la campagne de prévention dénommée « Le médicament de la rue tue ». C'est une campagne qui est relativement nouvelle. Nous l'avons juste commencé cette année. Nous espérons véritablement que lorsque cette campagne-là sera terminée, il y aura des mécanismes sur place qui vont permettre de perpétuer le fait de continuer la sensibilisation.
Le médicament de la rue tue est une campagne lancée dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. La campagne va s'étendre sur 3 à 4 mois pour sensibiliser les populations sur les dangers des faux médicaments, plus particulièrement les médicaments vendus dans la rue. Et cet autre problème de santé publique, les parasitoses en Afrique. Les parasitoses, ce sont les maladies liées aux parasites. Pour lutter efficacement contre ces pathologies en Côte d'Ivoire, un prix vient d'être institué, comme nous le montre Justine Seydjike. Selon des études menées dans plusieurs pays d'Afrique, les populations, dans leur grande majorité, sont exposées à des parasitoses. La parasitose étant une maladie due à un parasite. Hormis le paludisme, la majorité des parasitoses sont des maladies tropicales négligées, à savoir l'ascaridiose, l'ulcère de Buruli, la maladie du sommeil, la lèpre et l'onchocercose. Ces affections constituent en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier un problème de santé publique. Pour lutter efficacement contre les parasitoses en Côte d'Ivoire, le prix de la recherche en parasitologie est institué par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES et la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. Le prix veut contribuer à une meilleure vulgarisation des résultats de la recherche en parasitologie, mycologie et entomologie en Côte d'Ivoire, d'où l'intérêt du gouvernement ivoirien. Nous savons que les maladies parasitaires sont très fréquentes dans nos pays, en Afrique, notamment le paludisme, les bilharzioses. Et donc, le fait de mettre en place un prix jeunes chercheurs va encourager donc les jeunes chercheurs à faire des recherches de qualité et aussi avoir des recherches qui vont permettre d'améliorer donc la prise en charge de ces différentes maladies parasitaires. Ce prix récompense les meilleurs résultats de la recherche en parasitologie. Il concerne les doctorants en parasitologie, mycologie et entomologie et les post-doctorants en parasitologie ayant au plus 3 ans d'expérience après le doctorat. Ils sont âgés de moins de 40 ans. Les routes ivoiriennes ne cessent de faire des morts malgré les campagnes de sensibilisation de l'Office de la sécurité routière, l'OSER. Chaque année, l'État perd 6 milliards de francs CFA à cause des accidents de la circulation qui font au moins 600 morts selon l'Office de la sécurité routière. 95% des accidents sont liés au comportement des conducteurs. Les 5% restants sont imputables aux facteurs tels que le mauvais état des véhicules et du réseau routier. Quel est le bilan de la campagne de sensibilisation de l'OSER contre ces accidents de la circulation? Que faire pour réduire les accidents de la route? La réponse a été donnée au cours du magazine ce dimanche par le directeur général de l'OSER, l'Office de la sécurité routière, qui répondait aux questions de Delphine Blas. Aka Eshui désirait à annoncer la création d'une police spéciale pour la sécurité routière. Je vous propose de l'écouter. Au niveau de l'OSER, nous avons 2 volets extrêmement importants pour la répression. C'est la répression de l'excès de vitesse et de la vitesse excessive. Nous avons également la répression par rapport au mauvais état mécanique des véhicules. Le ministre des Transports, M. Gaussou Touré, qui a pris la pleine mesure de la situation préoccupante, a pris un engagement beaucoup plus fort qui a conduit à la création d'une police spéciale de la sécurité routière. Et vous allez voir alors que la répression va être intensifiée et elle va être plus, disons, les contrôles seront plus fréquents sur les routes. Quel serait le rôle clé de cette police spéciale de la sécurité routière? C'est mener une lutte drastique contre les mauvais comportements. D'accord. Les mauvais comportements. Parce que, voyez-vous, ce que nous savons, c'est qu'il se développe une perception dangereuse. La perception selon laquelle on peut commettre en toute impunité des infractions au code de la route. Parce qu'on ne peut pas mettre partout sur les routes des forces de l'ordre. Et c'est pourquoi on a envisagé, effectivement, dans notre activité de lutte, eh bien, on a envisagé l'utilisation des caméras de surveillance de la circulation routière, ce qui devrait permettre d'enregistrer automatiquement toutes les fautes, toutes les infractions et poursuivre les contrevenants. Je vous le disais en titre, l'attiéké se fait de plus en plus rare sur les marchés. L'attiéké, c'est ce plat purement ivoirien fait à base de manioc,
une garniture assez prisée par les populations et dont la rareté fait grimper les prix en ce moment. En immersion dans plusieurs marchés, le témoignage d'Éric Goré. L'atiéké, denrée alimentaire très prisée en Côte d'Ivoire, se fait de plus en plus rare. Difficile de se procurer sur le marché cet aliment à base de sémoule de manioc. Une situation qui a engendré la flambée des prix aux grandes dames des consommateurs ivoiriens. Je remarque aujourd'hui que l'atiéké devient très cher. Je imagine ça, l'atiéké sans siane. Bon, avant, il y a l'atiéké siane, c'est à rassasier. Quelles sont les raisons de cette pénurie? Pourquoi l'atiéké n'est plus produit en grande quantité? Aujourd'hui sur le marché, le plus petit sachet d'atiéké qui coûtait 100 francs revient à 200 francs. Les consommateurs grognent. Moi-même, je viens du sud. Chez nous, là-bas, actuellement, il n'y a plus de champ de manioc. Tout est devenu viable maintenant. Donc là, quand tu vas au champ, on te dit non, que non, manioc est cher, il n'y a plus de champ. Personne ne veut planter manioc parce que ça ne donne pas d'argent actuellement. Les vendeuses se disent impuissantes devant la situation. Il n'y a pas eu de pluie. Donc cette année, il n'y a pas de manioc en brousse. Avant, on payait les sachets de manioc à 4 000. Et cette année, on paye les sachets de manioc à 9 000 en brousse. On paye transport 1 000 francs. Il y a les sachets qu'on paye. Il y a les petites dépenses qu'on fait. Quand ça arrive, ça fait quelque chose de 11 000. Les regards sont désormais tournés vers les producteurs d'atiéké. Ceux-ci espèrent que la météo soit favorable aux planteurs de manioc pour la fabrication de produits en grande quantité. Le Conseil du coton et de l'anacarde n'est pas content des exportateurs alors que le contexte international et les fondamentaux du marché sont favorables à un relèvement des prix. Ces opérateurs ont tendance à s'organiser pour trier les prix borchamps vers le bas, pour tirer les prix borchamps vers le bas et s'en tirer avec de super profits sur le marché international. Pour l'instant, la filière qui enregistre un recul de 22% de la production à mi-campagne compte rattraper son retard pour que la Côte d'Ivoire conserve son rang de premier pays producteur du monde. Adama Koné. Près de 3 mois de campagne, 429 818 tonnes enregistrées. C'est le point de la commercialisation de la noix de cajou au 6 mai 2016. Observation, la récolte est en baisse de 22% par rapport à la même période l'année dernière. La cause, un faible rendement de la première floraison. Seulement, la filière déplore que pendant que l'offre baisse, les prix qui devaient être favorables aux producteurs ont tendance à chuter aussi. La cause de ce paradoxe économique, un cartel. L'association des exportateurs de Côte d'Ivoire essaie d'organiser un cartel pour imposer un prix. Non seulement imposer un prix, mais même inciter ses membres à retirer les financements dans la filière pour faire chuter le prix. Le prix de l'amande de cajou a nettement augmenté, contrairement aux 2 dernières années où le prix était stable. Donc nous, on ne peut pas comprendre en Côte d'Ivoire qu'il y ait une baisse des prix d'achat aux producteurs si ce n'est pas des accords tacites dans certains exportateurs pour imposer ces prix bas aux producteurs. Donc, c'est mettre la marge différentielle là dans leurs poches. C'est des attitudes qui sont condamnées par la loi qui régit la commercialisation et nous allons prendre toutes les dispositions pour ne pas que ces cartels-là perturbent vraiment les retombées positives obtenues dans la réforme de la filière depuis 2 ans. Toutefois, la Côte d'Ivoire compte consolider sa position de leader du marché pour la 2e année consécutive. C'est que les perspectives de récolte de la 2e floraison en cours sont bonnes et les 2 challengers, l'Inde et le Vietnam, sont en perte de vitesse dans la production de la noix de cajou. Des images de la France où dans la plupart des grandes villes du pays, des cérémonies ont été organisées en mémoire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, des commémorations partout dans le pays en ce 8 mai, 71 années après la capitulation de l'Allemagne nazie face aux Alliés. François Hollande était à la faveur d'une cérémonie sur les Champs-Élysées. Au Canada, les dégâts matériels des incendies déclenchés le mardi 2 mai dernier se multiplient. Les surfaces endommagées passent de 850 km² à 2000 km² ce dimanche 8 mai. Plus grave encore, l'économie de la région est menacée avec la progression des flammes vers les entreprises pétrolières. Après l'actualité à l'étranger, revenons à l'actualité culturelle ici en Côte d'Ivoire, marquée par la célébration de la fête de l'igname. On la découvre avec Victoria Angwa. L'igname est un aliment ayant une forte valeur culturelle et est l'objet de rites agraires. Les peuples agnis de Côte d'Ivoire célèbrent l'igname pour marquer le nouvel an. Ce vendredi 15 avril, le canton Niablé fête ce tubercule riche en amidon. Trait d'union entre les vivants et les morts, l'igname doit être consommé officiellement par le chef de canton Nanan Kwaku Patient III avant son peuple.
Avec lui, les chefs de village de son canton, dont Nana Kadio Morokro, d'Afalikro. Des invités venus du Ghana, à savoir la reine-mère Nana Abena Akia Sikafuturo, Nana Ndou Ade 4 d'Asuba, des chefs BT, personnalités et autres. J'aimerais qu'à une prochaine occasion, qu'on essaye de m'informer un peu plus tôt pour que j'essaye un peu d'éviter les rois et chefs traditionnels aussi du Cameroun qui viendront voir comment ça se passe ici et ainsi réciproquement. Je suis vachement impressionné parce qu'à l'issue de la fête, j'ai eu même à faire une photo avec les différents nanans et c'est inimaginable. Et ben je l'ai fait et ça s'est à garder dans mon cœur toute ma vie et je le ferai partager à mes amis et à mon enfant. La première consommation de l'igname appelle à un équilibre diététique à travers le foufou, l'huile de palme et les œufs qui l'accompagnent. Un repas concocté par les princesses et les femmes de la cour sous la supervision de la reine-mère Amouakon Ama Rosalie. La consommation solennelle de l'igname est précédée de la sortie des bias. Ils ont été nourris en secret. Période d'introspection mais aussi de réjouissance, la fête de l'igname ou le nouvel an à Niablé a été l'occasion de présenter les nouveaux chefs installés par le chef de canton. Je rappelle l'actualité judiciaire en bref. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront à nouveau devant les juges de la CPI dès demain, 9 mai, pour se défendre des accusations de crimes contre l'humanité portées contre eux par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Nous sommes dimanche et au menu de dimanche de foot ce soir, un doc ivoire consacré aux préparatifs dans les différents clubs de Ligue 1 avant la reprise du championnat. L'entrevue de DDF reçoit ce soir Ghislain Akassou, ancien sociétaire de la SEC Mimosa et ex-international ivoirien. Et puis, à l'étranger, dans le doc inter, les caméras de dimanche de foot étaient au Stadium de Toulouse pour suivre le TFC dans sa tentative de sauver sa place en Ligue 1 française. DDF, c'est également les Pro News avec des informations sur les futures destinations des pros ivoiriens. Vous retrouverez les plus beaux buts des 5 grands championnats en Europe et de la Champions League. Également, les autres rubriques comme On s'en fout ou encore No Comment. Rendez-vous donc tout à l'heure à 22h GMT avec Cathy Touré dans DDF. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur RTI 1. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.